L'oreille du Bosphore. Bonjour, je suis toujours à Istanbul. Aujourd'hui, je suis chez un homme de lettres, chez un poète. Et ce poète s'appelle Özdemir İnce. Bonjour Özdemir İnce. Bonjour. Özdemir İnce, vous êtes l'un des plus grands poètes contemporains d'aujourd'hui, avec une production poétique et littéraire tellement immense qu'il nous faudrait plusieurs émissions pour en parler. Alors, on va juste dire pour commencer que votre premier poème a été publié dans la revue Source à Ankara en 1954. Vous aviez 18 ans. Et je ne parle pas de vos traductions. On en parlera tout à l'heure. Je suis un poète, mais grandeur, on ne sait pas. Chaque écrivain, chaque poète, chaque artiste a son chaise à l'Olympe. Il monte avec la chaise. On ne réserve jamais la place. Vous n'êtes pas seulement écrivain, poète, mais vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez été producteur de télévision, directeur de chaîne de télévision. Oui, mais en vérité, j'étais directeur de planification des programmes. Pour finir, mais au commencement, j'étais 12 personnes qui ont fait la télévision fondateur. Alors, on parle de la TRT, évidemment, Oui, qui est la TRT, télévision, c'est la télévision de l'État. qui correspond pour la France à l'ORTF. ORTF, oui, c'est ça. Voilà, vous étiez dans cette mouvance de ces personnages qui ont créé cette télévision. Exactement. Alors, vous n'êtes pas seulement lié à la télévision, mais vous êtes aussi journaliste et vous écrivez depuis le début des temps dans la presse quotidienne. Régulièrement et officiellement, et j'écris au journal depuis le commencement du XXIe siècle, c'est-à-dire depuis 2000, janvier. Mais avant aussi, j'écrivais par hasard. Je n'avais pas un colonne, mais depuis 20 ans, j'ai un colonne. C'est pourquoi columniste, on dit. Vous écrivez dans le journal Hurriyet. J'ai commencé avec Hurriyet. C'était un temps glorieux du journal. Était libre, indépendant, d'opposition. Nous avions des libertés de nous exprimer nous-mêmes. Chaque écrivain, chaque journaliste ou bien chaque columniste, le tirage était le plus grand en Turquie et en Europe aussi. Mais maintenant, c'est fini parce que il est devenu un journal de bêtises qui supporte Erdogan. Alors, il a perdu toute la liberté de parole, c'est-à-dire directeur en chef du journal et Erdogan, comme la majorité de la presse. À part un ou deux journaux, on peut dire? Ah bah oui, le plus libre, c'est le journal Maintenant, où j'écris, c'est La République en français, en turc, Cumhuriyet, fondé par Atatürk. L'écriture en Turquie, la presse, les poètes. Nazım Hikmet a passé 15 ans en prison. Ouais. La censure a toujours été énorme. À cette époque-là, il y avait une censure contre le communisme. Les gens des années 30, ou bien même 50, 60, étaient plus libres qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a une terrible autocensure. Moi, j'ai fait chaque semaine, au samedi à Télé 1, j'ai un programme de 45 minutes. Après ce 45 minutes, 1 heure, disons, je retourne chez moi et je dors. Parce que pour me contrôler, se contrôler, c'est très difficile et très fatigant. Comme je faisais un boxe avec un boxeur de lourd kilo, Mohamed Ali. J'ai beaucoup de procès à cause de Diyanet İşleri Başkanlığı, Direction générale des affaires religieuses. Par exemple, le président, il est professeur de théologie. Un jour a dit, tous les enfants du monde naissent musulmans. En France, en Allemagne, en Afrique, chez les Esquimaux, tous les enfants qui naissent comme musulmans. Mais parfois, malheureusement, leur père, leur mère est chrétien ou bien juif.
le pauvre gars musulman, le petit garçon, éduque comme chrétien. Alors, c'est injustice, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, je critiquais violemment. J'ai écrit, tous les enfants nés sans Dieu, sans religion, sans nationalité, sans langue, ils sont prêts à prendre tous, d'après les lieux où ils se trouvent, n'est-ce pas? Par exemple, les familles, les mères disent, je te donnerai aux gitans. Et c'est ce qui vous a valu un procès. Bien sûr, insulte. Alors, moi, je n'aime pas aux avocats me défendre. Je me défends moi-même. Parce qu'ils connaissent les lois, mais comme ils n'ont pas l'homme de lettres, par exemple, moi j'ai dit, excusez-moi, madame juge, moi je suis un intellectuel et écrivain qui connaît son langue beaucoup mieux que les autres. Moi je suis un connaisseur, je connais très bien les mots, les sens. Jusqu'à maintenant, j'ai perdu un procès. J'ai payé 10 000 liras. Comme pénitence. Et qui paye? L'écrivain paye ou le journal paye ou la télé paye? Tous les deux ensemble, la moitié. À Hurriyet, le journal payait tout, mais les pauvres journaux paient la moitié. Donc les tribunaux sont encombrés par ce type de procès J'ai les pitiés pour eux. pour les juges. Pour les juges, oui, ils sont condamnés d'être injustes. Par exemple, il y a 20 ans, 25 ans, les procureurs, parfois, me demandaient, en tirant leur tiroir, sortant un de mes livres, « Maître, signez s'il vous plaît ». Avant 2000 ans, avant l'ère de Erdogan. Mais avant l'ère d'Erdogan, il y avait déjà un problème de censure, qui n'était pas le même, mais qui a empiré après. Comment ça se passait avant? Non, nous avons assez de liberté, comme pas en France. Mais je peux revivre à cette époque. Les journalistes, disons, dans le monde peut-être, n'est pas exactement sans limite. Ils ne peuvent pas écrire d'après leur goût parce que chaque journal a sa censure. Chaque télévision, soit contre le gouvernement, soit contre les riches, les capitalistes. Mais comme écrivain et journaliste et l'homme de télévision, je préfère la France normalement. J'ai dirigé les télévisions pendant l'état de siège. Dans les années 80, au début des années 80. Oui, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a un système qui contrôle toutes les émissions. Ils condamnent pas d'après les articles des lois, non, d'après leur goût. Par exemple, tu dis, oh, aujourd'hui il fait beau, hein? Pourquoi il a fait c'est ridicule, c'est comme ça. Aujourd'hui, Rütük, radio-télévision, yüksek kurulu, la comité, haute comité de la radio-télévision. Haute comité, là. Ce sont des gens élus par la Chambre des députés. Ils ne connaissent rien du tout de la télévision, de la radio. Heureusement, ce système ne contrôle pas les journaux. En France, il y a un comité comme Rütük de la Turquie. Mais les membres sont maîtres de la télévision. Un représentant, un vedette, un dieu, un scientifique. Les membres de Rütük, c'est nul. Sont des avocats, disons des instituteurs, vendeurs de charbon. Voilà. Ils ne connaissent rien du tout de télécommunication. C'est un très dur métier, très difficile. Revenons à Atatürk et à vos débuts. Özdemir İnce, vous êtes né dans la région de Mersin en 1936. Exactement. J'ai 87 ans, mon Dieu. Donc vous êtes né à Mersin, au bord de la Méditerranée. Oui. On va dire Méditerranée orientale, puisque quand on est à Mersin, on n'est pas loin des frontières orientales de la Turquie, on n'est pas loin de la Syrie. Oui, c'est une terre antique. C'était le royaume de Séleucos et puis les Romains. Dans l'histoire, Mersin, Adana, Tars de Saint-Paul n'étaient pas très liés à Anatolie, plutôt liés à Syrie et Mésopotamie. Qu'est-ce que fait votre famille là-bas à cette époque? Le côté de ma mère était les paysans, mais le côté de mon père, très mélangé parce que il y avait de très riches
et moyen, pauvre aussi, très ancienne famille, et qui s'appelle Çakıroğlu. Mon père, il était commerçant et il y avait des chameaux comme caravane. Vous naissez en 1936, c'est-à-dire 2 ans avant la mort d'Atatürk. et 10-12 ans après la fondation de la République. Oui. Je suis un produit de la République. Alors, vous arrivez dans un pays, vous aurez une dizaine d'années en 46, on va dire, c'est toujours un pays en pleine transformation, c'est un nouveau pays. Exactement, mais nous avons vécu en même temps la Deuxième Guerre. Comment? Parce qu'il y avait, par exemple, toutes les fenêtres étaient fermées en noir pendant la nuit. Et puis venaient les Juifs de Pologne à Mersin pour créer leur État en Palestine. D'ailleurs, Mersin, c'est une région très cosmopolite. Les fondateurs étaient les Libanais, des riches Libanais, chrétiens, catholiques et parfois orthodoxes. Et puis les Syriens de Beyrouth, ou bien les Syries, ils étaient les paysans, ils sont venus à Mersin, chrétiens, juifs, arméniens. Il y avait 2, 3, 4 églises, des synagogues. Alors chaque dimanche, les cloches des églises, on parlait dans la rue en français, en arabe, en arménien, en grec. Et alors donc vous, quand vous êtes à Mersin, vous vivez toute cette atmosphère multiculturelle? Oui. Vous la sentez? Depuis au commencement. Vous aviez des copains arméniens, des copains roums, des copains juifs? Oui, bien sûr, surtout les filles. Qu'est-ce qui vous donne envie de parler français? C'était à l'époque de commencement de mode de anglais. Les directeurs de l'école, ils avaient choisi pour moi l'anglais. Mon père est allé pour changer. Il a choisi le français. Je ne sais pas pourquoi. Parce que pour lui, le français était représentant de la culture, etc. Chaque semaine, 5 heures ou bien 6 heures, le français. Jusqu'à la fin du lycée. Les professeurs de français, mes professeurs de français, une dame, Zeynep Hanım, était une professeure très, très douée. Elle enseignait très bien. Et puis, Hüsnü Bey, Monsieur Hüsnü, je me rappelle, il nous lisait un roman de Guy de Maupassant. Après le lycée, je m'inscris à la fac de droit. Il faut apprendre les textes, les articles par cœur. Moi, malheureusement, j'avais perdu mes capacités à apprendre par cœur. À cause, quand j'avais 6 ans ou bien 7 ans, des abeilles ont piqué ma tête. Échec arrêté. Frelon asiatique. J'étais presque en coma. Ce n'est pas seulement quelques jours, quelques semaines, 1 an. J'ai réappris de marcher. J'avais oublié complètement. Un jour, à Ankara, j'étais avec 2 écrivains, un poète plus âgé que moi. L'un d'eux était le grand poète Can Yücel, un type de l'humour terrible. Il était comme Blaise Cendrars ou bien Max Jacob, très gai. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, petit? Déjà, j'avais la publication dans la revue littéraire. J'ai dit, je fais le droit. Il m'a dit, est-ce que tu seras avocat? Ah non. Juge? Non. Il m'a dit, quelle tête tu as? Tu ne veux pas être le juge, l'avocat, mais tu vas à la faculté de droit. Il m'a dit, tu travailles institut d'éducation, une sorte d'école normale supérieure, où il y a des sections de la langue étrangère, littérature, mathématiques et les sciences. On prépare là-bas les professeurs d'éducation secondaire. Alors, je travaillais là à la bibliothèque. Il m'a dit, il y a une section française là-bas. Pourquoi tu ne veux pas entrer dedans pour apprendre le français? J'ai jamais pensé apprendre le français, c'est-à-dire d'être professeur de français. Et c'est par hasard. J'ai réussi aux examens d'entrée. Et puis, deuxième examen de français, j'ai réussi aussi. Alors, c'est l'éducation sérieuse pour moi a commencé à cette date-là. Un jour, professeur de français
littérature française, une dame française, Madame Murcia, m'a dit: Ozdemir, tu es un poète. J'ai dit: j'espère, madame. Alors, qui est le poète préféré? Ton favori, poète français? J'ai dit: madame, c'est René Char. Elle avait les yeux comme ça. Un Turc disait qu'il aimait, qu'il préférait le poète le plus avant-garde de français à cette époque-là. Poète résistant? Résistant, et puis il a l'expérience de surréalisme. À mon avis, maintenant aussi le plus grand poète français. Et je ne parle pas de Lautréamont ou bien Rimbaud, c'est d'autres choses. Tous les deux le fondateur de la poésie moderne, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Alors. Donc c'est René Char qui vous inspire pour commencer. Parce que un type, un résistant, j'aime beaucoup. Et puis j'aime Saint-Jean-Perse aussi. Saint-Jean-Perse. Je parle de contemporains. J'aime Marc Jacob beaucoup, Blaise Cendrars. Vous avez eu un prix Max Jacob. Ah, oui, j'ai eu le prix Marc Jacob. Alors, vous avez eu des tas d'autres prix. La liste des prix est longue. Vous êtes officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Oh, signé par... il y avait un jeune, il était très sympathique, un homme de lettres jeune. Le ministre de Mitterrand peut-être, ou bien... Jacques Lang? Jacques Lang. Signé par Jacques Lang, mais l'encre est... Évaporée. Évaporée, malheureusement. J'aime beaucoup Jacques Lang. Jacques Lang avait un grand sympathie pour les Turcs, pour la culture turque. Il était influencé par Yaşar Kemal, peut-être. Il adorait Nazım Hikmet. Il était un intellectuel très important, de gauche, très sympathique, jeune. Après, Malraux, à mon avis, deuxième ministre de la Culture, qui a fait beaucoup de choses pour la culture française. Vous allez en France en 1965. Je me suis présenté à un examen du gouvernement français pour une bourse. J'ai gagné heureusement. Je suis allé à Paris. Il y a toujours un institut de professeurs de français à l'étranger. C'est une section de la Sorbonne. Alors j'ai fait mes études. Mais malheureusement, maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à écrire en français. Parce que très longtemps, je n'ai pas possibilité de m'expliquer en français. Je peux écrire peut-être des lettres amicales, etc., etc. Mais je ne peux pas écrire un texte littéraire en prose. Vous faites des rencontres à l'époque à Paris? Non. Avec les écrivains, j'étais très timide. J'avais le sentiment que mon français n'était pas suffisant. C'est pourquoi je ne voulais pas parler ou bien je n'osais pas dire que je suis un ancien professeur de français. Parce que d'être professeur de français, c'est quelque chose d'être Zeus. Parce que j'adore le français, j'adore la France. Et avec mon français, ma culture française, plus forte que la langue. Mais quand vous êtes en France, vous allez quand même si vous ne rencontrez personne du monde littéraire, vous allez quand même découvrir d'autres écrivains et d'autres poètes. Bien sûr. Qui vous découvrez? Par exemple, Alain Bosquet. Il était mon ami très proche. On dirait pour lui demi-monstre. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu qui était Alain Bosquet? Un poète, un romancier, un critique, c'est-à-dire une sorte d'archange. Il était terrible. Il a écrit sa vie, un de ses romans qui s'appelle « Une mère russe ». Il est né à Odessa, juif à côté. Et puis, avant la Deuxième Guerre mondiale, il était citoyen belge, après américain, le dernièrement français. Alors, il était responsable de correspondance entre les généraux Eisenhower, maréchal Montgomery, général Zhukov russe. Il était au Berlin. Mais à Berlin, après la guerre. Après l'invasion. Le débarquement. Il était officier
Il représentait les Européens, Américains, Anglais, Français. Il était un type très important à cette époque-là. Et puis, il était presque mon grand frère. On dînait chez lui, on dînait après. Quand j'étais à Paris, il invitait les poètes et les écrivains qui se trouvaient à cette époque-là à Paris. Parce qu'il faut dire que les années 60, Paris, vous rentrez en Turquie, et puis vous allez après aller encore à Paris. J'ai profité beaucoup de bourses françaises. 85 à 86, j'ai eu une grande bourse pour traduire les chants de Maldoror de Lautréamont et les proses de Rimbaud. Une saison en affaires. Alors, un an à Paris, j'étais toujours invité au festival ou bien rencontres littéraires. Et ça, c'était aussi grâce à l'ambassade de France, au Centre culturel français. Et il y avait un monsieur, à cette époque-là, qui a beaucoup aidé les écrivains turcs, dont vous, qui s'appelait Philippe Baude. Philippe Baude, il était un grand monsieur. Il était un homme de culture, un homme idéal, humaniste, pacifiste. Maintenant, je n'ai pas des relations avec les représentants de la France pour l'instant. Mais avant mes années d'Ankara, l'ambassade de la France était comme chez nous. Les ambassadeurs nous invitaient presque chaque semaine pour une conférence, pour un concert ou bien pour une exposition. À cette époque-là, à Ankara, c'était une vie très gaie, très productive de ma vie. Alors, vous avez bien sûr traduit en turc Lautréamont et Rimbaud, mais pas que, parce que la liste est longue des plus grands auteurs français, et pas seulement français que vous avez traduits, entre autres, et au hasard, Yanis Ritsos, Alain Bocquet, Paul Éluard, Michel de Castillo, Marguerite Duras, Milan Kundera, et puis Alain Fournier, Henri Bosco, et un auteur qui a toute son importance, Aloysius Bertrand. Sans Aloysius Bertrand, c'est très, très difficile de comprendre la poésie moderne. Parce que, avec son Gaspard de la Nuit, qui a commencé l'ère moderne de la poésie mondiale, Lautréamont en profitait beaucoup. Poème en prose, sans rime, sans alexandrin, etc. Oui. Et puis, Rimbaud. Je pensais traduire un jour Rimbaud et Lautréamont sans connaître Gaspard de la Nuit. Mais tout commence de Gaspard de la Nuit de Alain Bertrand. Après mes traductions de Rimbaud et Lautréamont, j'ai traduit Gaspard de la Nuit parce que c'est le maître qui a créé l'écriture poétique, poème en prose. Poème en prose, c'est très, très important. En prose, créer un discours poétique, c'est très, très difficile. Avec la mesure, c'est facile. Alexandrin, mais trouver un rythme, une musique en prose, c'est monter à Himalaya. J'ai traduit tout ça pour aider aux poètes, aux écrivains turcs qui ne connaissent pas une langue étrangère. J'avais un programme de traduction. 3 français, 3 grecs. Rissos, Seferis, Kavafis. Ritsos, c'est le plus important pour vous. Un peu comme Alain Bosquet, Ritsos, c'est une rencontre. Oui, Alain Bosquet était mon grand frère. Rissos était mon père adoptif. Un jour, nous parlions avec Rissos. J'ai dit, maître, je suis marié avec la poésie turque. Mais la poésie grecque m'a dit, stop, ne dis jamais ma maîtresse. Je dis non, cher maître, je disais mon fiancé. Il m'a dit, oui, d'accord, la poésie grecque, ton fiancé, pas ta maîtresse. Parce que la maîtresse, le sens de maîtresse est plus fort en grec et en turc que le sens en français. Un peu de putain, quelque chose comme ça. C'est pourquoi maintenant je dis, je suis marié avec la poésie turque, mais toutes les poésies du monde sont mes fiancés. Exactement, parce que sans ça, très important, toutes les cultures doivent être mélangées. Sinon, c'est faire sexe en famille, inceste, pour interdire ou bien pour nous défendre contre inceste, nous devons faire exogamie, pas endogamie. C'est un terme sociologique, d'après Émile Durkheim. Si on se marie
avec une fille ou un mec en clan, c'est endogamie. Un jour devient une sorte d'inceste. Pour interdire l'inceste, il faut marier avec les filles ou bien les mecs éloignés. C'est-à-dire depuis le temps de clan. On sait ça parce que pour nous défendre en culture ou bien en littérature, en art, il faut faire le mélange avec les cultures, avec les littératures des autres. Moi, j'ai appris beaucoup de la littérature, de la culture française, grecque. C'est bizarre parce que je connais presque tout le monde. Je connais chilien, cubain, Neruda par exemple, Neruda, italien, Giuseppe Ungaretti, les Grecs, Lorca espagnol, je connais. C'est pourquoi je créais une poésie très libre et riche, défricher la terre des autres. J'ai fait des mélanges. Je dois beaucoup à René Char. J'ai appris beaucoup de choses. C'est la richesse de l'entre-breton, de Max Jacob, et sa pente américaine, E. Cummings. C'est comme ça, ma vie. Pour être musicien, il faut écouter la musique. Pour être peintre, il faut voir la peinture. Pour être le poète aussi, il faut lire la poésie. Moi, au commencement, je n'avais aucune idée d'être poète ou bien écrivain. Mais j'ai aimé lire. J'aimais lire. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'avais lu tout Dostoïevski, tout Tolstoï, Stendhal. Jusqu'à 20 ans, j'ai lu beaucoup. C'est pourquoi, 4e année, j'ai redoublé. Redoublé parce que trop de lecture. Oui, à cause de Dostoïevski et Tolstoï. La guerre et la paix. J'ai fait 1 heure de programme à la télé. On m'a dit que j'ai un grand prestige sur les téléspectateurs. Par exemple, à Francfort, les gens m'ont connu. Ah, Özdemir İnce. Oh, voilà. Mes programmes sont en Turquie aussi, en Europe, très à la mode. Chaque fois, je dis, si je parle, vous me trouvez très sympathique. D'après vous, je parle très bien. Et puis, je suis un homme cultivé. Et je dis des choses très importantes. Malheureusement, dans nos têtes, nous avons 2 oreilles. Mes paroles passent par là, sortent par là. C'est pourquoi il faut que vous lisez les livres en soulignant les phrases. Lire, très important. Chaque fois, je dis, mes paroles, c'est rien, se volent. Mais lisez ces livres, ce livre. Ou bien un de mes livres. Outre les traductions d'auteurs français en turc, vous avez vous-même été traduit en combien de langues? Une vingtaine ou bien 30 de langues dans la revue. Mais comme livre, 7 livres en français, 5 livres en bulgare, 2 livres en grec, 1 livre en italien, 1 livre en macédonien. En russe? Aux anthologies. Ou dans des revues? Oui. Dans des revues beaucoup plus. Et notamment, vous avez été traduit en tchouvache. Tchouvache, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de Turcs dans le monde. Les Tchouvaches, les Kirghizes, les Tatars, les Oghuz. Les Tchouvaches, descendants des Huns, H-U-N, Attila. Ils ont quelques mots en turc aussi. Très difficile de se communiquer. Plus facile avec les Azéris. Les Kazakhs, par exemple. Gennady Ayegi, c'est un poète tchouvache. Il connaissait Nazım Hikmet. Un jour, on m'a téléphoné de Moscou. Poète Gennady Ayegi veut parler avec vous. Il a lu mes poèmes en russe et il a aimé mes vers pour me dire c'est sympathie pour mes poèmes. Il est tchouvache et turc. Moi, je suis turc et turc. Il est très grand poète, révolutionnaire comme Mallarmé. De français, il a traduit mes vers en tchouvache, peut-être avec l'aide des Turcs, peut-être, et publié mes vers dans une revue qui s'appelle Hbar. Et où se trouve la Tchouvachie? Au centre de la Russie. Ils sont orthodoxes. Turcs orthodoxes.
Bien sûr, il y a juifs aussi, les juifs de l'Europe, Hazars, tous les Hazars sont juifs. En Roumanie, il y a les Turcs qui parlent leur turc plus proche que le turc d'Anatolie, Istanbul. Les Turcs Gagauz, Gökos, Oğuz. Les Turcs sont une des branches des peuples turcs. Il y a beaucoup de branches de la Turquie en Europe, même en Sibérie aussi. Vous avez des traducteurs? J'ai 2 traducteurs très doués. L'un l'origine turque, qui est un professeur de littérature française, Ferda Fidan, c'est-à-dire un vrai bilingue. C'est pas facile enseigner en étant étranger au français. On peut, par exemple, moi, disons, je peux faire des cours à la Sorbonne avec mon pauvre français, parce que les étudiants corrigeaient mes fautes. Mais je ne peux pas enseigner le français ou bien n'importe quoi dans une école primaire ou bien secondaire. Voilà. Donc vous avez Ferda Fidan, l'un de vos fidèles traducteurs, et puis... Une Française, Claire Lajus. Elle est un vrai turcophone. Elle travaille maintenant comme maître conférence à l'université d'Istanbul, à la fac de littérature, section française. Elle est une fille très cultivée. Alors, je l'aide toujours qu'elle soit un jour une autorité de la littérature, de la culture turque en France. Je me suis lavé à l'eau froide, à l'eau chaude. Je me suis rasé, me suis parfumé d'une odeur agréable. Je sens sur mon dos la propreté de ma chemise blanche. Et son col ne me serre pas le cou. C'est mon texte où j'ai écrit à Nice. À Cannes. Je me rappelle. C'était le jour, ou bien après, un jour après de la mort de Jean-Paul Sartre. Et j'ai cherché à Cannes le Nouvel Observateur. C'était mis sans culture, pas de Nouvel Obs. Et puis, il pleuvait beaucoup. J'ai écrit ces vers dans un café. Est-ce qu'il y a la date? Le 18 avril 1980. Un jour après, ou bien 2 jours après de la mort de Jean-Paul Sartre. Un vieil hôtel, peut-être une demeure ancienne. Dehors, il ne cesse de pleuvoir. Excepté la porte, c'est un mur de lierre. Tout est propre et mouillé. Ce sont là mes premières observations, tandis que m'attend la bouche béante de la ville, le poème et la ville face à face. Ce jour-là, il y avait un cocktail donné par Maître Goldemeyer et Fox ensemble peut-être. C'était un festival de télévision à Cannes. Alors je parlais avec des amis. J'ai vu 3-4 mètres de ma gauche Horst Buchholz, acteur allemand. Il était très connu. Est venu me dire, monsieur, j'ai dit oui, monsieur, quelle couture a fait votre costume? J'ai dit, en Turquie, à Ankara, un couturier de quartier. Il croyait que c'était de haute couture. Et le tissu de Mérinos de Bursa, produit turc. Merci, il a dit. Et à cette époque-là, il s'habillait chez les couturiers turcs à Paris. Cardin. Tous les couturiers étaient turcs chez Pierre Cardin, parce que j'irais très souvent chez lui pour demander l'argent. Parce que ma bourse n'était pas suffisante, il me prêtait d'argent. Et Ulker payait à Haydn à leur famille. Précisons, pour que nos auditeurs comprennent bien, ce n'était pas Pierre Cardin qui vous avançait de l'argent, mais un couturier turc qui travaillait dans son atelier. Et Ulker, votre épouse qui, elle, était en Turquie, versait l'équivalent en livres turcs à la famille de ce couturier. Tailleur turc qui travaillait chez Pierre Cardin, parce que je touchais 480 nouveaux francs par mois, 65. Je payais 110 francs pour l'hôtel, et puis je dînais, déjeunais, toujours à Saint-Germain ou bien Quartier Latin, Jussieu, etc. Il y avait des restaurants. Özdemir İnce, avant de se quitter, on va faire un petit inventaire de tous ces livres qui sont devant nous et qui ont été publiés en France.
Premier bouquin paru chez Saint-Germain. Jean Orizet était éditeur. Et ça s'appelait Poème. Le temps des cerises. Poète et les poèmes. Poésie sans frontières. Les éditions Saint-Germain-des-Prés, 82. Au Cherche-Midi. On meurt à moins. C'est un autre traducteur là qui a travaillé avec vous, c'est Ismet Birkan. Le prix Max Jacob en 2006. Mani est vivant, avec une traduction de Ferda Fidan. Özdemir İnce, Le tyran et le poète, toujours traduit par Ferda Fidan. Et là, on est aux éditions Au temps des cerises, chez Francis Combes. Alors ça, c'est à l'index, et ça s'appelle Août 1936, Dernier mois dans le ventre de ma mère. Dans le dernier mois, 8e mois et 9e mois avant de sortir, j'écris toutes mes expériences dans le ventre de ma mère. L'avant-dernier sorti en France, chez l'Harmattan, Les Gilets de sauvetage. Au bateau d'Istanbul, il y a toujours une écriture « Gilets de sauvetage sont au plafond ». Et c'est un titre qui indique, qui dirige le lecteur vers la vérité d'aujourd'hui de la Turquie. Gilet de sauvetage, c'est-à-dire la démocratie, socialisme, et puis la liberté, voilà. Et puis, mon dernier livre... Un fou rire d'opéra. Publié à l'Harmattan, traduit par Ferda Fidan, et qui est une histoire d'opéra ou de fou rire. Les basses barytons à l'opéra, ils rient. Je le trouve ironique, le rire. Il y a une sorte de hypocrisie ou bien pas sincère, pas du cœur. C'est-à-dire, un rire d'opéra, c'est un rire faux. Dieu fait partie de leur tribu, c'est leur oncle, leur parrain. Chaque vendredi, il vient dormir dans leur baraque illégale, déguste leur café noir, il les fait tirer au sort au nom de l'Agence pour l'emploi. Si nécessaire, il écrit un petit mot destiné aux députés du parti. La terre plate est à eux, la pente raide est à nous. La face visible de la lune est à eux, la face cachée est à nous. Leurs citrouilles sont sucrées, les nôtres amères. Voilà mon neveu, la justice qu'on appelle sociale. Et ça s'appelle Un fou rire d'opéra, écrit par Özdemir İnce, édité aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup pour cet entretien et à une prochaine fois. Si la nature le veut. Alors à dans 10 ans. Je ne peux pas dire si le Dieu le veut.